Les femmes politiques de la République démocratique du Congo plaident pour la révision de certains articles de la loi électorale pour accroître la participation politique des femmes. C'est donc autour de ce plaidoyer des femmes que va se dérouler cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Femmes pour 2023. Je suis avec Madame Annie Maudit, directrice exécutive de l'ASBEL Afiamama et experte en genre et en développement. Bienvenue, Madame. Merci, Madame Esther. Alors d'abord, l'écho de la centrale électorale qui a déposé son rapport annuel à l'Assemblée nationale. À l'occasion, le président de la CENI, Denis Kadima, a appelé la population congolaise à s'approprier de ce processus électoral. On l'écoute. Oui, nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment, le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. Tout ce que nous demandons à notre population, de s'approprier ce processus parce que ce processus n'a de sens que si notre peuple y participe. Madame Annie Maudit, vous avez suivi le président de la CENI, Denis Kadima, qui a déposé avec son équipe le rapport annuel des activités. Êtes-vous de ceux qui pensent que la CENI veut des élections précipitées sans réunir toutes les conditions? En croire au discours que le président de la CENI lui-même vient de prononcer, nous notons que la CENI a été mise en place avec un retard de 28 mois. Je pense qu'un retard de 28 mois ne peut pas laisser sans conséquence le processus en ce qui concerne chaque étape et les temps dont on a réellement besoin pour bien se préparer. Qu'à cela ne tienne, c'est eux les techniciens, s'ils nous disent qu'ils peuvent rattraper les 28 mois de retard, nous ne pouvons que essayer de croire après que nous avons des évidences, parce qu'il y a beaucoup de préalables et la loi vient à peine d'être présentée au Parlement aujourd'hui. Le temps que cette loi soit examinée, et il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte, mais comme j'ai dit, la CENI est l'organe technique pour l'organisation des élections. Nous sommes appelés à faire confiance si et seulement si toutes les conditions sont réunies. Alors on va entrer dans le vif de notre sujet. Les parlementaires devraient, en principe, ce jeudi 14 avril, examiner la loi portant modification de la loi électorale. Qu'est-ce que vous attendez des élus du peuple?
Nous attendons des élus du peuple qu'ils respectent l'article 14 de la Constitution pendant le processus de l'examen du projet qui leur avait été déposé et qui leur a été présenté aujourd'hui dans l'article 13 de la loi électorale, que cela ressorte clairement de quelle manière est-ce que l'article 14, les principes de la parité et de l'égalité qui est évoqué dans l'article 14 de la Constitution, va être pris en charge par cette loi électorale, d'autant plus que la loi portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité, en ce qui concerne la participation politique de manière égalitaire de la femme, renvoie à la loi électorale. Et à chaque fois que la loi électorale est passée par une révision quelconque, cette disposition de l'article 13 s'est limitée à être une simple recommandation, alors que la loi électorale, c'est un texte réglementaire qui ne peut pas nous donner des recommandations, mais exiger ce qui doit être fait. Et si cette disposition n'est pas respectée, que la loi soit claire en ce qui concerne les sanctions, que les partis politiques qui n'auront pas respecté la parité dans la proposition de leur liste vont subir. Voilà. Donc nous attendons des parlementaires le respect de l'article 14 de la Constitution. Mais le débat qui était prévu ce jour a été reporté vu que les élus FCC ont quitté la salle. Vous continuez à espérer une issue? Au fait, pour nous, ça c'est de la politique, n'est-ce pas? Moi, je suis une activiste de droits humains, des droits de la femme, et ce que moi je fais, c'est suivre l'actualité, suivre le processus de révision de la loi électorale, afin que lorsque les politiques se décideront enfin d'arrêter de nous faire leur comédie et de réellement considérer que la population ne leur a pas voté pour des intérêts plutôt partisans, mais pour l'intérêt de la population dans son intégrité, que le processus respecte aussi le droit de participation à la gestion de la chose publique qui est garantie à la femme dans la Constitution, dans son article 14. Donc vous persistez jusqu'à ce que les politiques remettent un peu les choses dans l'ordre de leur côté. Mais bien sûr, parce que ce sont les politiques qui alignent les candidats, ce sont des politiques que nous avons choisis pour nous représenter à l'hémicycle, et maintenant qu'ils y sont, nous attendons un peu plus de patriotisme, un peu plus de citoyenneté, un peu plus de considération à notre égard, nous, la population, et qu'ils fassent des choses comme il se doit. Mais lorsqu'ils vont décider enfin de venir ensemble pour examiner cette loi, que l'article 14 de la Constitution soit respecté et que cela ressorte clairement dans l'article 13 de la loi électorale. Quelques femmes hier, avec le partenaire ONU Femmes, ont commencé le plaidoyer. Vous également, aujourd'hui, vous étiez du côté du Parlement, toujours dans le cadre de ce plaidoyer. En quoi il consiste exactement les plaidoyers des femmes? Ben moi, je dirais déjà une chose, c'est pas hier que les femmes ont commencé les plaidoyers. Ça fait depuis le début de cette législature que hier, nous travaillons. Les femmes ont été reçues par la commission genre, famille et enfants de l'Assemblée. Effectivement, nous avons été aujourd'hui avec la même commission en partenariat avec la commission droits de l'homme. Notre démarche consiste à maintenir une sorte de pression sur les élus du peuple, pour que cette fois-ci, l'article 13 de la loi électorale ne sorte pas de l'Assemblée tel que le projet qui est déposé est entré. Ça veut dire quoi? L'article 13 dit ceci, je cite, que les partis politiques doivent déposer des listes paritaires, même si les listes ne sont pas paritaires, cela ne constitue pas une raison d'irrécevabilité. Au fait, on est dans une disposition où la deuxième partie contredit la première partie. C'est anormal que ce soit en légistique. On ne peut pas citer une proposition et puis contredire ça. On donne une disposition et après on donne soit des exceptions
et les sanctions qui s'en suivront si et seulement si cette disposition n'est pas respectée. Moi, je vais vous donner un exemple. Le code pénal, par exemple, pénalise l'avortement, n'est-ce pas? Alors, on sait que si une femme provoque l'avortement, voici la sanction. Les médecins qui aura commis, voici la sanction, ainsi de suite. Par contre, il y a une exception. Dans le code pénal, s'il y a malformation, ça, c'est l'exception. C'est ce que nous attendons de nos députés. Les principes de la parité est évoqué dans la Constitution. Jusqu'à présent, il n'y a aucune raison qui explique que la même majorité qui avait siégé et voté pour que la parité soit dans la Constitution. Aujourd'hui, les mêmes hommes, il y a des parlementaires qui sont là depuis que nous avons, depuis 3 législatures par exemple. Ça ne s'explique pas que jusqu'à aujourd'hui, les principes qui est dans la Constitution ne soient pas appliqués dans une loi organique parce que tout simplement, ce sont les femmes qui vont être majoritairement bénéficiaires de ça. Ça, c'est refuser de respecter la même constitution que l'on prend lorsqu'on parle du délai, n'est-ce pas? Quand bien même la CENI dit non, nous allons respecter les délais constitutionnels. Si les délais pour les élections est constitutionnel, si le nombre de mandats pour les candidats présidents est constitutionnel, de la même manière, la parité aussi est constitutionnelle. Pourquoi est-ce que cela ne ferait pas l'unanimité? Il y a quand même plusieurs articles qui fâchent, mais pourquoi les femmes martèlent plus sur l'article 13 de la loi électorale? Puisque ça c'est la clé, vous voyez, plusieurs articles peuvent fâcher, mais nous ne pouvons pas nous attaquer à des articles qui peuvent être résolus si la clé qui est l'article 13 n'est pas encore débloquée. Ça, ce sera disperser les efforts et l'attention. Et c'est très important. Au fait, aujourd'hui aussi, autre chose que je peux essayer de faire voir, c'est une chose. Nous devons tous investir, n'est-ce pas, dans les renforcements des capacités. Nous devons tous investir, mais ceux qui doivent le faire premièrement sont des partis politiques. Alors cet article 13, tel que ça se trouve aujourd'hui, ça n'oblige pas les leaders ou les dirigeants des partis politiques à réfléchir, tiens, il nous faut un programme de formation, pas seulement des femmes d'ailleurs, des formations de nos partisans, puisque nous allons devoir les aligner pour les élections législatives ou présidentielles, ou même lorsque, encore une fois, ils décideront de nous organiser les élections locales. Parce que c'est très important. Si nous laissons comme ça, ce n'est pas obligatoire. Personne ne pense investir dans les formations. Au contraire, tous ou presque vont vous dire « Ah non, nous cherchons les femmes, elles ne sont pas là. Il n'y a pas de femmes. Quand nous avons des réunions, elles ne sont pas là. » Ben oui, il y a l'avantage historique du système patriarcal dont bénéficient les hommes. Ils sont préparés à prendre les risques. Les petites filles, encore aujourd'hui, dans les zones rurales, ne sont pas toujours préparées à se dire qu'un jour, elles pourront aussi prendre les risques pour diriger. Alors, face à ces désavantages qui est vraiment historique, qui est systémique, qui est culturel, alors nous ne pouvons pas laisser toute la responsabilité sur la femme. C'est pourquoi l'article 13 est très important, qu'il y ait des mesures contraignantes. De cette façon, tous, pas que les femmes, nous allons nous dire que nous sommes dans l'obligation d'investir dans les renforcements des capacités des femmes et de jeunes. Aujourd'hui, nous parlons des femmes, mais demain ou après-demain, nous allons être comme d'autres pays qui ont maintenant plus de femmes, par exemple, statistiquement parlant, il y aura moins d'hommes. En ce moment-là, les hommes, ils vont voir l'importance de ce que nous disons aujourd'hui. Nous voulons juste que cette démarche-là, ou la course au pouvoir, commence sur des bases plutôt équitables. Mais nous ne pouvons pas créer ça si déjà les cadres légaux ne favorisent pas, je vais dire, les débuts de cette transformation-là. Mais ceci doit emmener les femmes à avoir des partis politiques. Il y a très peu de femmes qui sont chefs de partis politiques. Peut-être si on avait plusieurs femmes dans des partis politiques, elles allaient se dire on présente les femmes compétentes sur nos listes électorales. Au fait,
Les problèmes ici, aussi longtemps que nous allons voir les problèmes de déséquilibre de notre société comme un problème des femmes, ça ne va pas changer. C'est un problème sociétal. Puisque je vous ai donné un exemple aujourd'hui, lorsque l'article 14 doit être examiné, lorsque c'est voté, combien de femmes avaient des partis politiques? Si ces éléments n'ont pas changé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la seule chose qui doit changer, c'est qu'il y ait plus de partis politiques? Ce n'est pas un problème des femmes, pour les femmes, ou des femmes contre les hommes. C'est un problème sociétal. De la même manière dont ils ont considéré qu'il était très important que les principes de la parité soient dans la Constitution, de la même manière que la Constitution a reconnu à la femme le droit de contribuer, de la même manière, ils peuvent examiner. Je ne refuse pas qu'il faut aussi des partis politiques qui soient présidés par les femmes. Mais ça sera aussi illégal d'avoir un parti politique qui se dit que non, dans mon parti politique, je suis femme, il n'y aura que des femmes. Ça sera illégal. Je serai même parmi les premières personnes à dénoncer cela. Parce que nous ne voulons pas recréer un monde déséquilibré. Nous voulons résoudre nos problèmes de la société et rétablir les relations équilibrées dans le respect des textes de loi. Maintenant, c'est les textes même qui a un problème. C'est pourquoi nous voulons que ces textes soient... On n'a pas besoin d'avoir 90% des femmes au Parlement, puisque c'est 90% des hommes qui ont voté pour les principes de la parité dans la Constitution. Toutes les excuses qu'on avancerait, pour moi, je suis convaincue que c'est juste... Ça traduit juste la peur. Par exemple, je discute avec certaines femmes ou même les hommes qui vont vous dire « Non, vous savez, au moment des élections, il nous faut aligner deux personnes qui vont valablement représenter nos partis ou regroupements. Souvent, les femmes ne sont pas dans les réunions. Souvent, mais au fait, c'est tout ça. Lorsqu'on prend ça comme un problème de la société, cette femme qui n'est pas à la réunion ici, et mère d'une personne qui est peut-être dans un autre parti politique et épouse d'une personne qui travaille peut-être quelque part. Mais alors, si chaque institution considère que la femme a des besoins qui sont spécifiques à la femme, qui demandent à ce que nous puissions tenir compte de ça lorsque nous planifions, je parle comme ça, et que nous savons que nous sommes dans une société où la femme est plus contrôlée que l'homme, nous n'allons pas mettre des réunions à 2 h du matin. Alors, la femme qui est majoritairement électrice n'arrive pas à donner beaucoup de voix à d'autres femmes. Ça encore, c'est un problème. Vous avez parlé tantôt de renforcement de capacité. Vous pensez aussi dans vos renforcements de capacité, non seulement des femmes qui sont politiques, mais de la femme à la base, afin que cette femme-là comprenne qu'elle peut voter pour une femme qui est compétente. Elle est majoritairement électrice, mais elle n'arrive pas à propulser d'autres femmes. Au fait, je disais tout à l'heure, si j'apprenais qu'une femme a créé un parti politique et elle se dit que dans son parti, il n'y aura que des femmes, je serais parmi les premières à dénoncer. De la même manière, moi, je veux vous dire que ce n'est pas logique que nous continuions à penser que, puisque les femmes sont majoritaires, elles doivent voter pour les femmes. Là, nous serons en train de nous contredire. Pourquoi j'ai dit ça, Madame Esther? Quand nous voulons renforcer les capacités des femmes, ce n'est pas pour qu'elles aillent convaincre seulement les femmes. Exactement. Il faut qu'elles arrivent à convaincre les membres de leur communauté par la manière dont elles vont présenter leur programme de société, par la manière dont elles vont comprendre, analyser les problèmes de la communauté qu'elles vont défendre si jamais elles doivent représenter ces communautés-là. Et dans nos communautés, moi je n'en connais aucune, je connais aucune communauté où ne vivent que les femmes ou que les hommes. C'est vrai qu'il y a cette perception-là. C'est très subjectif, hein, mais c'est une perception que les femmes ont du mal ou auraient du mal à voter pour d'autres femmes. Moi, je ne condamne ni les femmes électrices, ni candidates. Par contre, je vois qu'il y a un problème dans la société qui résulte sur notre éducation même. Comment avons-nous été socialisés? Si moi, on m'a appris que la place de la femme,
En fait, la femme doit être une bonne fille et passe d'une bonne fille à une bonne épouse à une meilleure mémé. À quel moment est-ce que cette fille d'hier a été préparée à gérer? Et donc vous avez du travail, donc il faut faire le travail à la base. Oui, mais le problème c'est que ce travail-là à la base n'est pas la solution. On ne va pas trouver que si, en fait, si toute la responsabilité ne repose que sur les épaules des femmes qui militent pour les droits des femmes comme nous. C'est un problème de la société, c'est ensemble, les hommes et les femmes qui comprennent la pertinence, qui comprennent les enjeux, qui comprennent ce qu'il faut faire pour apporter des solutions à ces problèmes-là. Ensemble, hommes et femmes, travaillons pour résoudre les problèmes de notre société, puisque l'avantage de ça, ça va bénéficier à la communauté, à la patrie tout entière. Voilà, je reviens vers vous, Madame Annie Modi. Alors, je vous propose de suivre le déroulement du plaidoyer qui a été fait hier à l'Assemblée nationale par les femmes dans cet élément. Il y a des obstacles qui bloquent la participation politique des femmes dans l'actuelle loi électorale. Cette question préoccupe les hommes et les femmes déterminés à faire changer la donne. C'est ce qui justifie le plaidoyer mené par les femmes de la société civile et politique avec l'accompagnement de l'ONU Femmes RDC qui était à l'Assemblée nationale ce mercredi 13 avril 2022. La présidente de la commission genre famille et enfants, Christelle Vwanga, a salué la présence de ses collègues députés et apprécié l'importance de cette réunion avant le débat proprement dit à la plénière sur la loi électorale. Nous avons jugé bon de nous réunir ce matin pour réfléchir sur quel angle adopter lors de ce grand débat de plénière, non seulement au grand débat, mais aussi pour la suite des travaux dans différentes commissions de la commission de la PAG. Dans son introduction, Clémentine Sangana de l'ONU Femmes a indiqué qu'il est important pour les élus du peuple de se pencher dessus pour une représentativité valable des femmes. L'option à prendre, c'est de réfléchir sur les mesures correctives. Et quand on dit mesures correctives, ce sont des mesures qui vont nous amener petit à petit vers la parité. L'expert électoral Pacifique Nkosi a relevé que c'est l'article 13 qui est plus concerné. Pour lui, il faut des mesures correctives et contraignantes telles que y insérer la notion de quotas et des sièges bien réservés pour résoudre cette question une fois pour toutes. Avec l'engagement du président de la République et toutes les institutions, pour le moment, il y a moyen de saisir ces opportunités qui sont à notre portée pour le mettre à notre avantage pour beaucoup plus de représentativité des femmes. Et donc, au lieu peut-être que nous allons dans les débats généraux avec votre autorisation, dans la recherche de 50-50, mais si on obtient 30-40% des femmes si c'est liste, tant mieux, on aura quand même obtenir quelque chose en termes de représentativité des femmes. Et pour finir cet article, parce que c'est l'article central, il y a deux choses que nous augmentons là-dedans. La notion des quotas et des sièges réservés. À cette occasion, la coordonnatrice nationale de la dynamique nationale des femmes candidates a directement proposé la reformulation de ce fameux article 13 de la loi électorale. Je peux juste vous soumettre déjà la reformulation de l'article 13. Vous avez les supports au point 10. Il est dit, ainsi l'article 13 de la loi électorale serait: au terme de la présente loi, on entend par liste un document établi par les partis politiques ou regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats. Sous peine d'irrécevabilité, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation. Madame Annie Modi, il y a eu le plaidoyer hier, également aujourd'hui, mais on voit les images de ce qui s'est passé hier. Apparemment, les députés ne soutiennent même pas votre démarche, à peine une vingtaine. Moi, je pense que des questions liées à un changement sociétal, c'est des questions très délicates qu'on doit traiter
avec vraiment toute la douceur parfois qui se doit. Moi, je ne dirais pas que les députés ne soutiennent pas notre démarche. Et puis, en même temps, nous n'avons pas toujours besoin d'un grand nombre pour booster les changements. Il faut un petit noyau qui comprend, qui maîtrise, après qui vont aller relayer auprès des autres. À mon avis, c'est plutôt ça que les refus. C'est aussi la crainte, comme j'ai dit, les dirigeants des partis politiques investissent de leur poche pour le fonctionnement de leurs partis politiques et notre démarche est en train de bousculer justement cette zone de confort qui s'est créée. C'est normal qu'ils ne vont pas être enthousiastes à accueillir ça avec des bras ouverts. Et tout dépend de la manière dont nous allons avancer. Tout dépend aussi des alliés que nous allons identifier pour nous permettre de toucher ou d'amener plusieurs autres parlementaires à adhérer à notre démarche. Alors, dès que les députés et les élus se mettent en accord et ils viennent traiter la question sur la loi modifiant la loi électorale, et si ils ne faisaient pas allusion à l'article 13? C'est impossible qu'ils ne fassent pas allusion à l'article 13. Ça, c'est impossible, puisque aujourd'hui déjà, nous avons les présidents de la Commission droits de l'homme qui a compris toute la pertinence. Même s'il n'y a pas de volonté politique, mais si on veut être un État de droit, un État sérieux, nous allons juste faire la conformité. Lorsque la RDC ratifie la CDF, qui est la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, personne ne force la RDC à ratifier. Lorsque la RDC ratifie la Déclaration universelle des droits de l'homme, personne ne force la RDC à ratifier. Lorsque la RDC inscrit la parité dans la Constitution, les députés ne votent pas avec une arme pointée sur leur tête. Alors, en toute responsabilité, je ne vois pas comment est-ce qu'on va examiner les projets de loi sans faire allusion à l'article 13 de la loi électorale. Ça, ce serait impossible. Et si pendant le vote, la révision dont vous proposez sur l'article 13 ne passait pas, quelle autre démarche pour les femmes? Ça sera ma dernière question. Ce n'est pas une démarche pour les femmes. La loi va d'abord suivre son cours normal. Cette loi passe par la Cour constitutionnelle avant d'aller à la présidence pour sa promulgation. Et là, encore une fois, je vais regarder nos juges de la Cour constitutionnelle et qui sont vraiment, alors, la sagesse même de nos textes de loi. Ce serait impossible que cette fois-ci, ça passe par la Cour constitutionnelle si réellement les juges qui y siègent ont la Constitution devant eux, à moins qu'eux aussi sortent l'article 14 en examinant la constitutionnalité de la loi électorale qui passerait chez eux sans que l'article 13 ne soit révisé en conformité avec l'article 14 de la Constitution. Vous entendez parler, vous ne voyez aucune barrière? Je ne vois aucune barrière puisque je m'oblige au fait à faire confiance aux institutions étatiques. Et je ne vois aucune barrière parce que je pense aussi que le chef de l'État a manifesté sa volonté politique à promouvoir cette participation de la femme dans la gestion, parce que je crois que c'est pour la première fois depuis que ce pays est devenu république que nous atteignons 27% des femmes dans le gouvernement national. Alors, si cette même volonté politique qu'il lui a manifestée est là, puisque ce sera le chef de l'État qui va devoir promulguer la loi électorale, moi je ne vois plus à quel niveau se situeraient les barrières, même si quelques-uns des parlementaires refusés. Merci Madame Annie Maudit d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Esther de m'avoir donné l'opportunité. Et juste peut-être pour ajouter, je dirais que les femmes, nous sommes en train de nous unir comme un seul corps. Nous sommes en train de voir les besoins supérieurs de la nation, qui est de garantir une participation égalitaire à la femme. Je pense que nous allons continuer avec cet élan dans l'unité
notre force va être plus supérieure. Et nous y croyons. Je rappelle que nous avons parlé du plaidoyer des femmes sur la révision de la loi électorale, notamment l'article 13 qui fâche, qui doit donc être modifié pour contraindre les partis politiques à aligner les femmes sur leur liste. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Femmes pour 2023. C'est toujours un plaisir de le présenter. On vous retrouve très prochainement. Regardez-nous sur nos chaînes habituelles. Au revoir.